Le 3 mars 2011, dans la petite ville de West Wendover, Nevada, une adolescente de 16 ans quitte son lycée pour la dernière fois. Micaela Costanzo, étudiante exemplaire, athlète accomplie et éditrice du journal de l'école, disparaît sans laisser de traces. 3 jours plus tard, son corps est découvert dans le désert, enterré à la hâte, le visage lacéré de coups de couteau. Mais ce qui terrifie cette communauté soudée, c'est l'identité des meurtriers. 2 adolescents qu'elle connaissait depuis l'enfance. Un crime passionnel, un acte de jalousie maladive, ou quelque chose de bien plus sombre. Ce soir, nous plongeons dans une affaire qui a ébranlé l'Amérique, où l'amitié et l'amour se sont transformés en trahison mortelle. Bienvenue dans l'histoire vraie de Micaela Costanzo. West Wendover est l'une de ces petites villes américaines où tout le monde se connaît. Située à la frontière entre le Nevada et l'Utah, cette bourgade de 4000 habitants vit au rythme tranquille du désert. C'est ici que Micaela Costanzo a grandi, entourée de ses 3 sœurs aînées et de ses parents, Celia et Teodoro. Surnommée Mick par ses proches, elle incarne la jeunesse pleine de promesses. Capitaine de l'équipe de basket, membre de l'équipe d'athlétisme et responsable du journal scolaire. Son sourire illumine les couloirs du lycée de West Wendover. Ce jeudi 3 mars 2011 commence comme n'importe quel autre jour. Micaela assiste à ses cours, échange avec ses amis, participe aux activités scolaires. Habituellement, sa sœur Christina vient la chercher après les classes. Mais ce jour-là, Christina est absente de la ville. Micaela doit donc rentrer seule. Personne ne s'inquiète. Après tout, West Wendover est une ville sûre, où les drames n'arrivent qu'aux autres. Mais les heures passent, et Micaela ne rentre pas. Le téléphone portable de l'adolescente sonne dans le vide. Ses parents commencent à paniquer. Ils appellent ses amis, ses coéquipières, ses professeurs. Personne ne l'a vue depuis la fin des cours. À 22 heures, la famille Costanzo contacte les autorités. La police locale lance immédiatement une recherche. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre dans la petite communauté. Comment une jeune fille peut-elle disparaître en plein jour dans une ville si petite? Le lendemain matin, près de 80 volontaires se mobilisent pour ratisser les environs. Ils fouillent chaque rue, chaque terrain vague, chaque recoin du désert environnant. Les parents de Micaela distribuent des photos, implorent quiconque aurait des informations de se manifester. Les enquêteurs examinent rapidement les images de vidéosurveillance du lycée, et c'est là qu'une première piste émerge. Sur les enregistrements, on voit Micaela quitter l'établissement scolaire, mais elle n'est pas seule. À ses côtés marche un jeune homme de 18 ans, Cole Barton Patton, que tout le monde appelle Cody. Il est joueur de football américain, populaire, et surtout c'est un ami d'enfance de Micaela. Les deux ont grandi ensemble. Convoqué au commissariat, Cody affirme ne rien savoir. Il reconnaît avoir croisé Micaela à la sortie des cours, avoir échangé quelques mots avec elle, puis être parti de son côté. Son attitude semble décontractée, presque indifférente. Les policiers notent toutefois une certaine nervosité dans ses réponses. Mais sans preuve concrète, ils ne peuvent le retenir. Cody repart libre, tandis que les recherches se poursuivent désespérément. Pendant 3 jours, l'espoir s'amenuise. Les parents de Micaela refusent de croire au pire. Peut-être a-t-elle fugué, peut-être a-t-elle rencontré quelqu'un et décidé de partir sur un coup de tête. Mais ceux qui connaissent Micaela savent que c'est impossible. Elle est responsable, attachée à sa famille, investie dans ses études. Jamais elle ne disparaîtrait sans prévenir. Le 6 mars, 3 jours après la disparition, un volontaire explore une zone reculée du désert, à quelques kilomètres de la ville. Il remarque des traces de pneus fraîches, puis des marques au sol, comme si quelque chose avait été traîné. En s'approchant, il découvre des taches sombres sur le sable, du sang. Il alerte immédiatement les autorités. Les équipes de recherche convergent vers le site. Ils creusent avec précaution. Et là, sous quelques centimètres de terre, ils trouvent le corps de Micaela Costanzo. L'adolescente a été enterrée à la hâte, son visage méconnaissable, couvert de multiples coups de couteau. L'autopsie révélera plus tard qu'elle a reçu des dizaines de coups, principalement au visage et au cou. Aucune trace d'agression sexuelle n'est détectée. C'est un meurtre d'une violence inouïe, presque personnelle. La nouvelle dévaste West Wendover. Comment une jeune fille si aimée a-t-elle pu subir un sort aussi atroce? Qui a pu commettre un tel acte? Les soupçons se tournent immédiatement vers les dernières personnes à l'avoir vue vivante. Et parmi elles, il y a Cody Patton. Les enquêteurs décident de l'interroger à nouveau, cette fois avec beaucoup plus d'insistance. Face aux preuves qui s'accumulent, Cody Patton finit par craquer.
Lors d'un deuxième interrogatoire, il passe aux aveux. Mais sa version des faits laisse les enquêteurs perplexes. Selon lui, tout serait parti d'une dispute. Il aurait retrouvé Micaela après les cours pour discuter. Une conversation qui aurait rapidement dégénéré. Dans un geste de colère, il l'aurait poussée. Micaela serait tombée et se serait blessée mortellement. Pris de panique, Cody affirme avoir tenté de maquiller la scène en la frappant avec une pelle, puis en infligeant des coups de couteau pour faire croire à une agression aléatoire. Cette version ne convainc personne. Les médecins légistes sont formels. Les blessures de Micaela sont trop nombreuses, trop précises, trop acharnées pour être le résultat d'une chute accidentelle suivie d'une tentative de dissimulation maladroite. Non, quelqu'un a voulu tuer Micaela. Quelqu'un l'a poignardée avec rage, avec une violence qui trahit une émotion intense. Les enquêteurs comprennent que Cody ne dit pas toute la vérité, mais ils ignorent encore qu'une deuxième personne est impliquée, une personne qui pendant des semaines a gardé le silence. Son nom, Tony Fratto. Fiancée de Cody, Tony est une jeune fille discrète, issue d'une famille mormone stricte et profondément religieuse. Réservée, presque invisible au lycée, elle forme un couple improbable avec le populaire joueur de football. Personne ne l'imagine capable de faire du mal à qui que ce soit. Le 22 avril 2011, soit près de 7 semaines après le meurtre, Tony Fratto fait quelque chose d'inattendu. Elle se présente au cabinet de l'avocat de Cody et demande à parler. Sous le regard médusé du juriste, elle confesse son implication dans le crime. Elle explique qu'elle était présente lors du meurtre de Micaela, qu'elle a participé à l'agression et aidé à enterrer le corps. Les mots sortent difficilement de sa bouche, entrecoupés de sanglots. Elle dit avoir agi sous la contrainte, terrorisée par Cody, qui aurait menacé de la tuer si elle refusait de l'aider. L'avocat alerte immédiatement les autorités. Tony est arrêté sur le champ et interrogé pendant des heures. Sa version des événements diffère sensiblement de celle de Cody. Selon elle, ce dernier aurait planifié le meurtre à l'avance. Il lui aurait demandé de l'accompagner pour régler un problème avec Micaela. Une fois dans le désert, Cody se serait jeté sur la jeune fille avec une violence extrême. Tony prétend avoir été spectatrice impuissante, trop terrifiée pour intervenir ou s'enfuir. Mais cette version, elle aussi, présente des incohérences. Les enquêteurs découvrent rapidement que Tony avait des motifs pour vouloir la mort de Micaela. En fouillant sa chambre, ils trouvent son journal intime. Les pages révèlent un portrait glaçant, celui d'une adolescente rongée par la jalousie et l'insécurité. Tony y exprime sa peur obsessionnelle que Cody la quitte pour une autre fille. Et cette autre fille, elle en est persuadée, c'est Micaela. Les écrits de Tony sont troublants. Elle décrit ses crises d'angoisse, ses pensées suicidaires, sa haine grandissante envers Micaela. Elle note chaque interaction entre Cody et son ami d'enfance, interprétant chaque sourire, chaque conversation comme une trahison. Dans son esprit perturbé, Micaela est devenue une menace existentielle à son couple, une rivale qui doit être éliminée. Mais ce que Tony ignorait, c'est que Cody entretenait effectivement une relation secrète, non pas avec Micaela, mais avec une femme plus âgée. Cette liaison parallèle, Cody la cachait à tout le monde, y compris à sa fiancée. Les enquêteurs supposent que Tony aurait découvert des indices de cette infidélité et, par confusion ou paranoïa, aurait accusé Micaela à tort, un malentendu tragique qui aurait scellé le destin de la jeune fille. Les témoignages des camarades de classe viennent renforcer cette hypothèse. Plusieurs élèves se souviennent d'incidents étranges. Un jour, Cody aurait accidentellement blessé Micaela à l'école, lui causant une entaille au visage. L'incident avait été présenté comme un accident, mais certains se demandent aujourd'hui s'il ne s'agissait pas d'un avertissement, voire d'une répétition. Confrontés l'un à l'autre, Cody et Tony maintiennent leurs versions contradictoires. Chacun accuse l'autre d'avoir porté les coups fatals. Cody affirme que Tony a agi par jalousie, qu'elle a perdu le contrôle et poignardé Micaela dans un accès de rage. Tony, de son côté, insiste sur le fait qu'elle a été manipulée et terrorisée par Cody, un homme qu'elle décrit comme violent et dominateur. La vérité, comme souvent dans ces affaires, se trouve probablement quelque part entre ces deux récits. L'affaire Micaela Costanzo secoue le Nevada tout entier. Tout, comment deux adolescents, sans casier judiciaire, ont-ils pu commettre un meurtre aussi barbare? Les procureurs se retrouvent face à un dilemme. Qui croire? Qui a vraiment tué Micaela? Et surtout, comment établir la vérité lorsque les deux accusés se rejettent mutuellement la responsabilité? Les avocats de Cody plaident l'acte impulsif, un geste non prémédité dans le feu d'une dispute. Ils tentent de minimiser la violence des coups.
arguant que leur client, pris de panique après un accident, a cherché maladroitement à dissimuler le corps. Mais les preuves médico-légales sont accablantes. Les dizaines de coups de couteau, la brutalité de l'agression, l'acharnement sur le visage de Micaela, tout indique une volonté de tuer, une rage meurtrière. De son côté, Tony Fratto se présente comme une victime secondaire, une jeune fille fragile, manipulée par un petit ami tyrannique. Son équipe de défense met en avant son éducation religieuse stricte, son isolement social, sa dépendance émotionnelle à Cody. Elle était amoureuse, dira son avocat, et l'amour l'a rendue aveugle. Elle a suivi Cody par peur, par soumission, sans comprendre pleinement ce qui allait se passer. Mais cette stratégie se heurte aux éléments découverts dans son journal intime. Les pages noircies de jalousie et de haine contredisent l'image d'une innocente manipulée. Tony avait clairement des motifs pour vouloir du mal à Micaela. Les psychiatres appelés à témoigner dressent le portrait d'une jeune femme en proie à de graves troubles émotionnels, capable de pensées obsessionnelles et de passage à l'acte violent. Les familles des deux accusés assistent aux audiences, déchirées entre l'amour pour leurs enfants et l'horreur du crime commis. Les parents de Cody ne peuvent croire que leur fils, athlète prometteur et garçon populaire, ait pu commettre un tel acte. Ceux de Tony sont sous le choc. Leur fille timide et pieuse, une meurtrière, comment en est-on arrivé là? Face à la complexité de l'affaire, les deux accusés finissent par accepter des accords avec la justice. Cody Patten plaide coupable d'homicide au premier degré. En échange de cette reconnaissance de culpabilité, il évite le procès et la possibilité d'une condamnation à mort. Il est condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. À 18 ans, il sait qu'il mourra derrière les barreaux. Tony Fratto, elle, négocie un accord différent. Elle plaide coupable d'homicide au second degré, une qualification qui reconnaît sa participation au crime tout en admettant des circonstances atténuantes. Elle écope de la prison à perpétuité, mais avec une possibilité de libération conditionnelle après 18 ans de détention. Un espoir mince, mais réel, de retrouver un jour la liberté. Les sentences sont prononcées dans une atmosphère de profonde tristesse. Dans la salle d'audience, la famille Costanzo pleure la perte de Micaela, tandis que les familles des condamnés tentent de comprendre comment leurs enfants ont pu basculer dans l'horreur. Le juge, lui, rappelle la gravité du crime. Une jeune fille pleine de vie a été arrachée à sa famille, ses rêves brisés, son avenir annihilé. Cody est transféré à la prison d'État de haute sécurité d'Ely, dans le Nevada. Là-bas, il rejoint les rangs des détenus condamnés à perpétuité pour des crimes violents. Loin des terrains de football et des couloirs du lycée, il passe ses journées dans une cellule, confronté au poids de ses actes. En 2018, fait surprenant, il se marie en prison avec une femme nommée Amanda Smith, âgée de 26 ans. Comment et pourquoi cette union a-t-elle eu lieu? Mystère. Tony, de son côté, purge sa peine à la prison du comté d'Elko. En avril 2021, elle se présente devant une commission de libération conditionnelle pour la première fois. Elle y expose son parcours, ses remords, les années de thérapie suivies en prison. Mais la commission rejette sa demande. Le crime est trop grave. Le temps écoulé trop court. Une nouvelle audience est prévue pour 2024, puis repoussée à une date ultérieure. Les années passent, mais le souvenir de Micaela reste vivace. À West Wendover, son nom est prononcé avec respect et émotion. Ses proches refusent de la laisser tomber dans l'oubli. Pour eux, Micaela n'est pas qu'une victime anonyme. Elle était une fille, une sœur, une amie, une athlète talentueuse, une jeune femme qui avait toute la vie devant elle. Malgré les condamnations, de nombreuses zones d'ombre subsistent dans l'affaire Micaela Costanzo. Que s'est-il réellement passé dans ce désert le 3 mars 2011? Qui a porté les premiers coups? Qui a pris la décision de tuer? Les versions de Cody et Tony divergent sur presque tous les points. Les enquêteurs ont dû reconstituer les événements à partir de témoignages contradictoires, d'indices matériels et d'analyses psychologiques. Certains experts estiment que Tony a joué un rôle bien plus actif que ce qu'elle a admis. Selon cette théorie, elle aurait manipulé Cody, exploitant son attachement pour le pousser à commettre l'irréparable. Les écrits de son journal témoignent d'une obsession maladive, d'une jalousie dévorante. Était-elle capable de planifier froidement un meurtre ou s'est-elle laissée emporter par ses émotions dans un moment de folie? D'autres spécialistes penchent pour une culpabilité partagée, mais avec Cody comme instigateur principal. Joueur de football habitué à la domination physique, il aurait eu la force et la brutalité nécessaires pour infliger les blessures mortelles à Micaela. Tony aurait assisté au meurtre, peut-être participé au coup,
mais sous l'emprise de la peur et de la sidération. Une complice passive, traumatisée par ce qu'elle voyait, mais incapable d'intervenir. Il existe également une troisième hypothèse, plus sombre encore. Les deux adolescents auraient agi en parfaite complicité, unis dans un projet meurtrier commun. Cody aurait fourni la force physique, Tony la motivation émotionnelle. Ensemble, ils auraient emmené Michaela dans le désert avec la ferme intention de la tuer. Un pacte criminel scellé par l'amour tordu et la jalousie destructrice. La question du mobile reste également trouble. Pourquoi Michaela? Qu'avait-elle fait pour mériter un tel sort? Selon toute vraisemblance, rien. Elle était simplement au mauvais endroit au mauvais moment, victime de la paranoïa de Tony. Cette dernière, convaincue que son fiancé la trompait avec Michaela, aurait décidé d'éliminer sa rivale. Un crime fondé sur une erreur tragique, puisque Cody n'entretenait aucune relation amoureuse avec Michaela. Mais pourquoi Cody a-t-il participé? Était-il réellement sous l'influence de Tony, ou avait-il ses propres raisons de vouloir du mal à Michaela? Certains témoins évoquent des tensions entre les deux amis d'enfance. Michaela aurait découvert la liaison secrète de Cody avec une femme plus âgée et menacé de révéler la vérité. Pour préserver son image et sa réputation, Cody aurait-il pris la décision extrême de la faire taire définitivement? Ces théories, aussi plausibles soient-elles, restent invérifiables. Ni Cody ni Tony n'ont fourni un récit complet et cohérent des événements. Chacun a livré sa version, teintée d'auto-justification et d'omission. La vérité est probablement un mélange complexe de tous ces éléments. Jalousie, manipulation, peur, violence, erreur de jugement. Un cocktail fatal qui a coûté la vie à une jeune fille innocente. West Wendover, elle, ne s'est jamais vraiment remise de ce drame. La petite ville tranquille a perdu son innocence ce jour de mars 2011. Les habitants se regardent désormais différemment, conscients que le mal peut surgir même dans les endroits les plus paisibles, même parmi les personnes les plus insoupçonnables. Le mythe de la communauté sûre et protectrice s'est brisé en même temps que la vie de Michaela. Au lycée de West Wendover, le souvenir de Michaela est entretenu avec soin. Son uniforme de basket et sa photo sont exposés dans le gymnase, rappel permanent de ce qu'elle représentait, l'espoir, la jeunesse, le talent. Les élèves ont peint une grande pierre avec le message « Mick, nous t'aimons », signé par des dizaines de mains. Chaque année, lors de la rentrée scolaire, les nouveaux élèves découvrent son histoire. Les funérailles de Michaela ont rassemblé plus de 1000 personnes. Un chiffre impressionnant pour une ville de 4000 habitants. Parents, amis, camarades de classe, entraîneurs, professeurs, simples citoyens, tous sont venus rendre un dernier hommage à la jeune fille. Les témoignages se sont succédés, rappelant son sourire, sa gentillesse, son dévouement. Une vie trop courte mais qui a touché tant de cœurs. Aujourd'hui, en 2025, Cody Patten reste incarcéré à la prison d'Ely. Il a désormais la trentaine, presque le double de l'âge qu'il avait lors du crime. Que pense-t-il aujourd'hui de ce qu'il a fait? Éprouve-t-il des remords sincères? Ou s'est-il convaincu de sa propre version des faits, celle où il n'est qu'une victime des circonstances? Ces questions resteront probablement sans réponse. Tony Fratto, elle, attend sa prochaine audience de libération conditionnelle. Elle devra convaincre les membres de la commission qu'elle ne représente plus un danger pour la société, qu'elle a compris la gravité de ses actes, qu'elle mérite une seconde chance. Une tâche difficile face à des juges qui se souviendront toujours du visage de Michaela sur les photos du dossier. L'affaire Michaela Costanzo nous rappelle une vérité dérangeante. Le mal ne porte pas toujours un masque facilement reconnaissable. Il peut se cacher derrière le sourire d'un adolescent populaire, derrière la timidité d'une jeune fille pieuse. Cody et Tony n'étaient ni des monstres ni des prédateurs évidents. C'étaient des lycéens ordinaires, pris dans un tourbillon d'émotions toxiques qui les a conduits à l'irréparable. Ce crime illustre également les dangers de la jalousie obsessionnelle et de la manipulation émotionnelle. Tony, rongé par l'insécurité et la peur d'être abandonné, a laissé ses émotions dicter ses actions. Cody, prisonnier de ses propres mensonges et de sa double vie, a choisi la violence plutôt que la vérité. Ensemble, ils ont créé une tempête parfaite qui a balayé la vie de Michaela. 14 ans après les faits, les questions demeurent. Que serait devenue Michaela si elle avait vécu? Aurait-elle poursuivi sa carrière sportive? Serait-elle devenue journaliste, réalisant son rêve d'écrire et de raconter des histoires? Aurait-elle fondé une famille, eu des enfants, construit une vie heureuse? Toutes ces possibilités ont été brutalement effacées dans le désert du Nevada par deux personnes qui prétendaient être ses amies. Si cette histoire vous a touché,
Je vous invite à partager cette vidéo pour que le nom de Micaela Costanzo ne tombe jamais dans l'oubli. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres affaires criminelles vraies et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette histoire. Pensez-vous que Tony mérite une seconde chance? Ou estimez-vous que certains crimes ne peuvent jamais être pardonnés? Vos opinions m'intéressent. À très bientôt pour une nouvelle enquête.